Aurélien Duchesne, il y a aussi, je reprends votre expression, tout le monde est gagnant, parce que dans cette affaire, il y a forcément le nucléaire qui revient très régulièrement, à chaque fois, notamment quand on parle de l'Iran. D'ailleurs, un ponte du régime des Mollahs avait dit avant cette réplique israélienne, a expliqué que Téhéran pourrait revoir sa doctrine de nucléaire civil et revenir sur cette idée justement qu'il ne pourrait être que civil. Ça veut dire que c'est aujourd'hui une option possible ou elle sert toujours à faire peur? Alors ils sont revenus sur leur doctrine depuis le jour même où Donald Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien qu'on avait conclu, notamment les Français. C'était en 2015. Voilà. Et donc depuis que Trump avait déchiré cet accord, donc au début de sa présidence, les Iraniens sont définitivement revenus. Tous les rapports de l'AIEA le montrent sur toute leur volonté un peu de limiter leur programme nucléaire. Donc maintenant, ils ont remis la vitesse supérieure là-dessus. Ensuite, la rhétorique nucléaire de l'Iran était beaucoup moins désinhibée que ce qu'on voit par exemple de la part de la Russie. Elle est revenue en force depuis évidemment le massacre du 7 octobre. Cela dit, quand on regarde le caractère, j'ai envie de dire, gradué, alors non seulement même de l'attaque qui avait été faite la semaine dernière contre Israël, oui, une attaque absolument massive, d'autant plus risquée qu'il s'agissait évidemment d'une attaque État contre État et pas par proxy, elle était tout de même restée sous le seuil de saturation du dôme de fer, par exemple. On voyait que l'Iran n'était pas non plus dans une logique de fuite en avant totale. Sinon, ils auraient pu mobiliser tous leurs proxys et envoyer des milliers de roquettes sur le territoire israélien. J'ai l'impression que derrière cette rhétorique nucléaire, pour l'instant, on n'est pas au point où Ali Khamenei, le guide de la révolution, en serait lui-même à menacer Israël du pire. On n'est pas encore là. D'ailleurs, au passage, il faut se souvenir, alors on a le droit de ne pas y croire, qu'en 2003, le dit Ali Khamenei, qu'on voit à l'écran là, à l'instant, donc le guide suprême de la République islamique, avait émis une fatwa, donc un décret religieux, disant que le nucléaire, l'atome militaire, était interdit par l'enseignement coranique. Et pourtant, vous l'avez dit, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a précisé en février que l'Iran va continuer d'augmenter sa production d'uranium. Je précise juste, les stocks iraniens s'élevaient à 5 tonnes, soit 27 fois la limite autorisée par l'accord signé en 2015. Ouais, alors là-dessus, je pense qu'il faut porter un regard relativement nuancé. C'est vrai que dans le rapport de février dernier, il y a ce 27 fois la quantité convenue dans la logique de l'accord défunt de 2015. Maintenant, ce qui compte autant que la quantité, c'est le taux d'enrichissement. Car pour parvenir à un uranium enrichi de qualité militaire, vous devez être à 90% ou au-delà. Alors c'est vrai que dans des enquêtes précédentes, des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, on a repéré quelques traces d'uranium très hautement enrichi, autour de 80, etc. Ce qui est évidemment suspect parce qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune logique à enrichir à ce degré si vous voulez simplement faire du nucléaire civil. Donc, usual suspect, le suspect habituel, on peut s'interroger. Mais j'observe aussi que William Burns, le patron de la CIA, c'était évidemment en 2021, il y a quelques années maintenant, avait dit lui-même qu'il n'y avait pas de preuve irréfutable d'un passage au stade militarisé du nucléaire iranien. En réalité, pour Téhéran, l'obsession historique a toujours été celle d'être traité avec les égards dus à une superpuissance régionale. Et pour cela, un des moyens, c'est d'être à minima un pays du seuil. Le pays du seuil, c'est, par principe, vous avez le kit qui vous permettrait, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, de produire des armements nucléaires opérationnels, efficaces, mais vous n'avez pas nécessairement pris la décision politique de passer à l'acte. Et il y a des moments où le fait d'être pays du seuil ne suffit plus, et on peut évidemment, en sachant encore une fois que le régime iranien, qui est au moins autant un régime militaro-théocratique que purement chiite, le rôle des pasdarans, des gardiens de la révolution, est évidemment majeur, pas seulement dans le domaine militaire et sécuritaire, mais aussi dans l'économie. Certains experts estiment qu'il contrôle entre 40 et 50% de l'économie iranienne. Bon, donc si vous voulez, tout ça conduit à une vigilance, mais certainement pas ni à la psychose, ni à la panique. Général Dominique Delors, le nucléaire, c'est aussi ce que disait en effet Vincent Hugeux, c'est-à-dire aussi c'est signe d'une grande puissance, et c'est cette menace, ça veut dire je pourrais le faire, mais tant que je ne fais pas, ça maintient l'équilibre. Enfin, celui qu'on connaît bien, avec la guerre froide, c'était là-dessus, ça tenait là-dessus. L'avantage, c'est que le chemin est long. C'est-à-dire que pour avoir une arme nucléaire, pour avoir le vecteur, pour avoir un vecteur crédible, pour lui permettre d'aller vers son objectif, il y a un cheminement. Les Iraniens sont sur ce cheminement. Je pense que l'idée générale reste toujours maintenue. Par contre, il y a un rythme à avoir pour gagner pour l'uranium enrichi, le plutonium, avoir une arme nucléaire,
tester l'arme nucléaire, la miniaturiser pour la rentrer dans un vecteur, avoir un vecteur capable de passer. On a vu que tous les missiles balistiques ont été interceptés, donc ça les interroge. Il y a une technologie pour avoir des missiles stratégiques, balistiques stratégiques, capables d'arriver et d'envoyer un certain nombre d'armes simultanément. Donc ça, c'est maîtrisé par les Américains, les Français, les Russes, etc. Mais manifestement, ils en sont très loin. Donc ce cheminement, d'ailleurs, ça peut faire l'objet de discussions entre les Iraniens et les Russes. Parce que ces échanges technologiques, ça leur permettrait de gagner du temps. Parce que l'idée générale va être maintenue. Alors, c'est pas l'utilisation de bombes sales. Pour le moment, on n'en est pas là. C'est pas quelque chose qui doit être exclu, d'ailleurs. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré que l'Iran avait été le pays le plus contrôlé en termes d'énergie atomique. Mais enfin, on sait ce qu'il en a été. Oui, bien sûr, c'est ça. Vous vouliez, pardon, excusez-moi, Aurélien Duchesne. Alors, je parle sous le contrôle de Rina Bassist. Après, il y a quand même un risque qu'on avait observé une première fois dans les années 2000, à l'époque, c'était Ahmadinejad à la tête de l'Iran, où les Israéliens, quand ils avaient lancé une opération informatique, le virus Stuxnet, pour essayer d'enrayer le programme nucléaire iranien, c'était la crainte que l'Iran s'approche de plus en plus du seuil. Et certains en Israël étaient passés dans une logique qu'on appelle de la dissuasion nucléaire, use it before you lose it. En l'occurrence, utiliser avant de le perdre. Voilà, en l'occurrence, ne pas perdre quoi? Perdre le monopole de la puissance nucléaire dans la région. L'idée est que si l'Iran nous faisait le même scénario que la Corée du Nord qui avait surpris avec 5 ans d'avance les experts américains dans l'obtention de la bombe atomique, il faudrait frapper avant que l'Iran n'ait la bombe. Et il y a quand même la crainte, j'imagine, qu'en Israël, certains appellent à dire finissons-en. On a une fenêtre de tir contre l'Iran. Avant qu'ils aient la bombe, frappons avant. Oui, mais ça, justement, Rina Bassist, juste un mot, mais Rina Bassist, cette menace, elle est toujours agitée par la classe politique israélienne depuis, en fait, c'est vrai, des années. En gros, l'Iran est la menace parce qu'il y a justement une crainte nucléaire. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Est-ce que c'est une peur très répandue dans la société israélienne? Oui, tout à fait. Je me rejoins à ce qu'Aurélien dit. D'abord, ce qu'on a vu il y a une semaine à peu près, en Israël, on dit ça c'était un test en réel. Ils ont essayé parce qu'ils ont besoin, bien sûr, pour frapper. Ils ne vont pas utiliser leur très vieux avion. Pardonnez-moi, le mot m'est échappé. Ils ne vont pas utiliser parce qu'on sait que l'armée de l'air iranienne n'est pas très performante. Donc, on sait qu'ils ne vont pas utiliser leurs vieux avions pour lancer une bombe. Il faudra qu'ils auront des missiles balistiques. Et là, on avait un test en réel. Ils arrivent à atteindre l'espace israélien, même si les missiles étaient interceptés. Mais les missiles, ils ont la capacité, vraiment, testée en live, d'arriver si loin. Donc ça, bien sûr, c'est une étape qui inquiète énormément Israël. Maintenant, en Israël aussi, et moi, je ne défends pas la rupture de cet accord, mais j'explique le point de vue israélien. Et que pour Israël, il faut faire la différence entre la rhétorique iranienne et ce qui se passe sur le terrain. Toutes ces paroles, si c'est de leaders suprêmes ou des autres, comme si l'Iran cherche que le nucléaire civil, en Israël, on regarde ça avec un étonnement. Qui peut croire que c'est vraiment la réalité, que c'est ce que cherche l'Iran? Et là, Israël aussi met en garde toutes les puissances européennes et les Américains en disant c'est très bien si vous voulez négocier, c'est une chose, mais si on négocie avec l'Iran, il faut que l'Iran admette ses vraies intentions. Il faut que l'Iran mette sur la table. Nous, on veut, comme les autres, peut-être dans la région, ils peuvent le dire. Il y a le Pakistan, il y a d'autres pays qui ont cette capacité. On veut aussi. On négocie sur cette base et pas sur des mensonges. Juste un mot, Vincent Hugeux, juste pour avancer un peu. Le nucléaire, justement, est-ce que c'est à l'origine aujourd'hui un petit peu du silence, on va dire, très présent des pays du monde arabe depuis une semaine autour des bombardements qu'il y a pu y avoir sur Israël et sur l'Iran? On sent des pays qui sont un peu entre deux chaises, là. C'est-à-dire, en gros, on ne sait pas comment se positionner. Ils le sont, car leur posture vis-à-vis d'Israël est tellement ambiguë qu'elle ne l'est plus. C'est-à-dire que la logique des accords d'Abraham, promus par Donald Trump, était celle d'un rapprochement historique. Et n'oublions pas qu'un pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte ont une ambition nucléaire aussi, officiellement civile, mais évidemment, on peut supposer qu'ils ont compris
notamment par ce qui est advenu à Saddam Hussein, le défunt et assez peu regretté dictateur irakien, ou à Muammar Kadhafi, le Libyen, que si l'un et l'autre avaient détenu l'arme nucléaire ou avaient été à la tête d'un pays du Sahel à l'époque, peut-être que leur destinée en eût été changée. Juste un point qui me paraît essentiel sur la notion de frappe préventive. Bon, c'est pas si facile que ça techniquement. Et en plus, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que si vous vous plantez, en termes d'image, l'effet est désastreux. Or, on sait très bien que les sites les mieux protégés, ceux de Natanz et de Fordo en Iran, sont soit enfouis dans la montagne, soit sous un énorme socle de béton. Ça veut dire que pour parvenir à anéantir ces capacités-là, il faudrait avoir d'abord du ravitaillement en vol, parce que c'est une extension qui est assez longue, donc la complicité active des Américains, et puis surtout des bombes avec un pouvoir performateur formidable, dont, à ma connaissance en tout cas, l'armée d'Israël n'est pas dotée aujourd'hui. Et puis, deuxième élément, alors ça peut paraître un peu véniel, mais n'oublions pas que, au risque de surprendre nos téléspectateurs, l'Iran est parti au traité de non-prolifération. C'est ça. Et qu'une attaque de cette nature pourrait les inciter à s'affranchir encore davantage de ce qui reste de leurs engagements, et donc, par exemple, de rompre avec ce traité auquel, je le rappelle, alors, ni Israël, ni l'Inde, ni Pakistan n'ont adhéré. Rina Bassis, juste un mot aussi sur l'Iran. Oui. Pays, parce qu'on parlait de nucléaire, là, c'est le pays le plus sanctionné du monde avec la Corée du Nord. La Russie est numéro 1 maintenant. Voilà, maintenant la Russie. Et on voit en effet, pourtant on a l'impression qu'il n'y a aucun effet. Le pétrole continue à se vendre, c'est quand même le 3e pays producteur de pétrole au monde, notamment en Asie. C'est-à-dire que là on prend des nouvelles sanctions, les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe. Est-ce que ça aura un impact ? Non, justement, je pense que c'est ce qu'Israël craint. Que même si on propose un certain deal à Israël, frappez pas trop fort, on va mettre des sanctions à côté, est-ce que ça va marcher ? Pour l'instant, les sanctions qui étaient annoncées n'est pas phénoménale. Et moi, je ne vois pas que ça va changer grand-chose. Et on regarde aussi, justement, vous avez parlé de la Russie, oui. On regarde l'Ukraine. On ne voit pas des soldats européens sur le sol ukrainien pour une raison, que la Russie a cette menace nucléaire et que personne ne veut faire la guerre à la Russie, surtout pas la France. Donc, cette menace, l'Europe a très peur de s'engager vis-à-vis de la Russie, justement à cause de ça. En Israël, on s'est dit, si jamais l'Iran arrive à être un pays au seuil nucléaire, tous ses partenaires, on a parlé de cette coalition, est-ce qu'ils seront encore à notre côté? C'est une grande question. C'est ça aussi, Général Dominique Delors, on le voit, je parlais des sanctions aujourd'hui, on voit en effet des pays, on se demande véritablement quel est l'intérêt de ces sanctions, puisque à part, en effet, on voit une population qui s'appauvrit, mais on voit un pouvoir qui est toujours là. Généralement, les sanctions, on a dit que ce sont des sanctions internationales. Enfin, c'est surtout des sanctions occidentales. Donc après, ils l'ont très bien compris, puisqu'on l'a vu avec la Russie, où les effets ne sont pas négatifs, aussi négatifs qu'on l'aurait souhaité. Et on voit même que le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 3,5% pour la Russie, ce qui est quand même très loin de ce qu'on pouvait imaginer il y a 2 ans. Donc le système qui a été mis en place par les autres pays, c'est-à-dire Chine, Russie, Iran, un peu ce qu'on appelle le Sud global, l'Inde, qui mange un peu à tous les râteliers, permettent effectivement, tout ce système permet d'avoir des pièces qui remontent là où on en a besoin. Les Russes sont évidemment les premiers intéressés, mais aussi l'Iran également. Alors, oui, ces sanctions ont du bon, parce que globalement, d'abord, d'un point de vue moral, c'est nous, ça compte. La morale dans la politique, ça compte pas pour eux, mais ça compte un peu pour nous. Donc on essaie de faire quelque chose. C'est une manière... c'est un seuil en dessous de la guerre, quand même, les sanctions internationales, les blocus. Historiquement, les blocus ont rarement fonctionné. Mais même, c'est très rare, parce que là, pour l'instant, on voit toujours un pouvoir qui tient, mais une population qui s'appauvrit. Voilà. Alors, les populations qui s'épuisent, c'est pas leur première préoccupation, aussi bien chez les Russes que chez les Iraniens. Donc, ça leur est un peu égal. Et ces populations, malheureusement, souffrent depuis longtemps et continueront à souffrir, sous réserve que leur idée principale continue à avancer. Donc oui, les sanctions, c'est pour nous une arme importante, mais il ne faut pas en attendre le succès complet. Aurélien Chen aussi, sur ces sanctions, justement, aujourd'hui on en prend encore de nouvelles. Là, elles vont être de nouveau. C'est important, on le dit, moralement parlant, mais l'efficacité
pour l'instant, on ne les voit pas. Oui, si je devais donner un slogan, ce serait population appauvrie, uranium enrichi. Ça n'a pas marché pour la Corée du Nord ni pour l'Iran. Cela dit, quand on regarde, qu'est-ce que on dirait notamment en termes de diplomatie publique, par exemple, si on renonçait aux sanctions en disant ça ne marche pas, c'est d'abord un constat d'impuissance. Ça veut dire que entre le tout ou rien, le tout étant par exemple une intervention armée et le rien étant de ne rien faire, on dirait que l'Occident n'a plus d'options. Ouais. Donc c'est une incitation pour d'autres à avoir le même niveau de désinhibition que des régimes comme le régime iranien. Et aussi, c'est l'idée qu'on est plus prêt à prendre de risques pour faire subsister encore un semblant d'ordre international fondé sur des règles. C'est-à-dire que si on part du fait que les sanctions, qui en réalité ont des effets, si on prend le cas de la Russie, il n'empêche que leurs sanctions, par exemple, ont bridé, je prends cet exemple-là seulement, une partie de leur production de matériel électronique, etc. Ils sont obligés de s'en remettre à la Chine, qui leur envoie du matériel défectueux, et ils sont obligés de faire des composants un peu moins exigeants au plan technologique. Les sanctions ne marchent pas comme on le voudrait. Le seul problème étant que, s'agissant de l'Iran, l'idée, au fond, est de renverser le régime en comptant sur un soulèvement populaire. La première fois que les Américains ont dit ça, c'était en 1982. 3 ans après l'arrivée au pouvoir des islamistes. On attend encore. Donc il faudra peut-être aussi penser que les sanctions ont plus un effet démonstratif que de renverser des régimes. Très rapidement, je vous en prie, s'il vous plaît, très rapidement. Il est d'usage de considérer que les seules sanctions qui ont vraiment fonctionné sont celles qui ont étranglé le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est un peu plus compliqué que ça, à mon sens. Et pour faire court, il y a un souci, c'est le contournement des sanctions. Par exemple, l'Iran via Dubaï. Il y a un partage d'expérience entre les Russes et les Iraniens en la matière, sur les techniques de contournement de sanctions. Dernier point, je me souviens de l'époque où les officiels iraniens me disaient à Téhéran, les sanctions, non seulement ça ne nous affecte pas, mais ça renforce notre résolution nationaliste. En réalité, quand je discutais avec les mêmes quelques années plus tard, ils me disaient non, les sanctions nous coûtent cher, notamment parce que quand vous avez une industrie pétrolière vitale, le fait de ne pas pouvoir accéder à des technologies pour entretenir précisément tous les complexes de raffinerie, etc., c'est un vrai souci.